La Catalogne a besoin d'avoir son propre espace et ça passe par son indépendance. Je me sens un peu triste à cause de la tension qu'il y a avec mes amis et la famille. La Catalogne est très divisée aujourd'hui et il va être très difficile de panser les plaies. Adiós, Carolina. Jeudi 26 octobre au matin. Du haut de ses 4 ans, le petit Lucas sent bien que la situation est tendue. Son père Borja suit l'allocution du président de la Catalogne, Carles Puigdemont, à la télévision. Rosa, sa mère, s'efforce de presser le mouvement. Lucas doit aller au jardin d'enfants et elle à son travail. Les événements récents ont perturbé le train-train quotidien de la famille. Depuis que 2 millions de Catalans ont voté le 1er octobre dernier en faveur de l'indépendance lors du référendum interdit par le gouvernement espagnol, la guerre des nerfs pour l'autonomie catalane perturbe la vie de famille. Tout particulièrement à Sabadell, ville située à 20 km au nord-ouest de Barcelone. J'habite dans une ville où la majorité des gens sont indépendantistes. Il n'y a qu'à voir les petits drapeaux qui flottent un peu partout au balcon pour s'en convaincre. Quand je me promène dans la rue ou que je vais faire des courses sur les grandes avenues, je me retrouve dans un bastion très indépendantiste de la ville. On finit par s'y faire, mais il y a des sujets qu'on n'aborde pas. C'est très mal vu de parler l'espagnol. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi les gens disent que le catalan est une langue opprimée, alors que c'est tout le contraire. Ici, le touriste, l'étranger, c'est plutôt celui qui parle espagnol. Borja est issu d'une famille catalane, mais pour lui, il est de bon ton de parler espagnol, y compris à la maison. Le sentiment d'être étranger dans son propre pays le rattrape chaque fois qu'il accompagne son fils à l'école et que son regard croise l'affiche collée à l'entrée de l'établissement. Démocratie, le mot de ralliement des séparatistes. L'idée induit que l'on vit ici sous la dictature de Madrid. Mon fils fréquente une école catalane où la totalité des cours est dispensée en catalan. Quand je l'accompagne, je parle catalan avec les parents d'élèves et les professeurs. Il n'y a qu'avec mon fils que je parle espagnol. Vivre dans cette société, c'est être capable de passer constamment d'une langue à l'autre. À la maison l'espagnol et le reste du temps, dans la rue, en catalan. Alors que Franco avait durement réprimé l'usage du catalan pendant sa dictature, cette langue est devenue obligatoire dans toutes les écoles de la communauté autonome depuis 1984. Dans les années 90, l'espagnol n'était pratiquement plus enseigné. Aujourd'hui, il l'est au même titre qu'une langue étrangère, quelques heures par semaine seulement. C'est avec beaucoup d'assiduité que Lucas apprend le catalan à l'école. Alejandro, son frère, fait partie de la première génération à avoir grandi dans une Catalogne autonome. C'est un inconditionnel de l'indépendance. Carles Puigdemont va maintenant faire un discours. On va voir ce qu'il va nous dire. Parce que rien ne se passe comme prévu. On croyait qu'il allait déclarer l'indépendance, et voilà qu'il veut convoquer des élections. 26 octobre. La chaîne de télévision publique catalane TV3 fait le point sur la situation. La nouvelle du jour, le président Carles Puigdemont a renoncé à mener à bien le projet de déclaration d'indépendance. Le bruit court qu'il veut appeler à des élections anticipées et céder à la pression de Madrid.
des manifestants très en colère se sont retrouvés devant le siège du gouvernement catalan pour protester contre cette décision. Alejandro approuve leur démarche et se met spontanément à s'exprimer en catalan. La Catalogne a besoin d'avoir son propre espace, et cela passe par son indépendance. Pour moi, c'est une nécessité, parce que la situation actuelle ne nous convient pas, et qu'il va falloir changer pas mal de choses pour la faire évoluer. Si le gouvernement espagnol refuse le dialogue, nous devrons trouver un autre moyen de nous faire entendre. Si on doit passer par l'indépendance, on le fera. Les nouvelles se bousculent. La journaliste catalane elle-même parle de trahison, reprenant ainsi le slogan des manifestants devant le Parlement. Carles Puigdemont est lui-même visé par l'accusation. Le message de la foule est sans appel. L'indépendance, et tout de suite. Pour la génération des 16-20 ans engagée dans le mouvement d'indépendance, il s'agit surtout de vivre sa jeunesse à travers la rébellion, en transgressant les interdits. Pour eux, le fait que la Catalogne soit opprimée par l'Espagne passe au second plan. D'autant plus que la Catalogne ne s'est jamais portée aussi bien. Ils manquent encore de maturité politique et ils descendent dans la rue pour surfer sur la vague, parce que c'est tendance. C'est le cas d'Alejandro en tout cas. Peut-être y a-t-il aussi autre chose dans cet élan juvénile que de l'immaturité politique. Ce mouvement pour l'indépendance de la Catalogne offre à cette génération de jeunes un peu déboussolés une vision, une voie à suivre. L'identification à son pays, un sentiment d'appartenance dans un monde globalisé. Cela fait maintenant des heures que les annonces les plus contradictoires s'enchaînent. En route pour Barcelone, Alejandro est à l'affût des dernières nouvelles sur les réseaux sociaux. La confusion la plus totale règne. À quoi doit-on s'attendre? À de nouvelles élections? À une déclaration d'indépendance immédiate? À la démission de Carles Puigdemont? Aujourd'hui, tout peut arriver. Alejandro n'a pas le temps d'aller manifester. Il doit se rendre à l'université car il a un examen. Comme tous ses camarades étudiants, il ne pense qu'à une chose. Quelle sera l'issue du conflit qui oppose l'Espagne à la Catalogne? C'est vraiment terrible. Mais je crois que Rajoy et Puigdemont ont été aussi nuls l'un que l'autre. Tu te trompes complètement. Puigdemont n'en a pas fait une affaire personnelle. Ce sont les gens qui ne se sentaient plus à l'aise. On en est arrivé à un point où Puigdemont n'agit plus qu'en désespoir de cause. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Tu as tort. Puigdemont sait parfaitement où il va. C'est vraiment chaud de ne pas savoir ce qui va se passer. Même pas demain. Voilà où on en est. J'exagère peut-être un peu, mais ça pourrait bien mener à une guerre si on continue comme ça. Pendant ce temps-là, devant la mairie, les Barcelonais guettent la prise de parole de Carles Puigdemont. L'allocution du président sur leur smartphone bat son plein. La fébrilité est au rendez-vous. Quelle décision Puigdemont va-t-il prendre? À la dernière minute, le chef de l'exécutif catalan renonce à organiser de nouvelles élections, quitte à s'en remettre au Parlement, qui doit voter le lendemain et déclarer l'indépendance de la Catalogne. Puigdemont est fêté comme un héros. Rosa, la mère d'Alejandro, a entendu la nouvelle à la radio. Pour elle, il n'y a pas de quoi sauter de joie. Nés à Barcelone de parents originaires des régions de Murcie et de Salamanque, ils étaient à l'époque considérés comme des immigrants.
Ce sont pourtant les gens comme eux qui, dans les années 60 et 70, ont contribué à la réussite économique de la Catalogne. La bonne santé de la région n'est d'ailleurs pas étrangère au fait que beaucoup de Catalans souhaiteraient l'indépendance. Rosa est directrice de création dans une agence de publicité internationale. Elle fait partie de cette génération qui a permis à Barcelone de gagner ses galons de grande métropole internationale en design, prestige et culture. Face à la fuite des entreprises, Rosa craint un présent pour son emploi. Au mois d'octobre, le chômage a nettement plus augmenté en Catalogne que dans le reste de l'Espagne. On traverse une passe difficile et on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Quand on sait que 1400 entreprises ont décidé de réimplanter leur siège social hors de la Catalogne, on a vraiment du souci à se faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas de mon entreprise. Mais rien ne nous dit que nous sommes à l'abri. C'est vraiment très difficile. Il y a tellement de décisions à prendre, et selon la tournure que vont prendre les événements, il y aura de lourdes conséquences pour nous. Nous pourrions reculer dans beaucoup de domaines. Les retombées économiques pourraient être considérables pour la Catalogne. Rosa est convaincue que Barcelone doit largement sa réussite à sa modernité et à son multiculturalisme. Elle pense que la montée du nationalisme catalan pourrait provoquer une fuite de l'activité vers Madrid. Barcelone est une ville qui respire l'inspiration par tous les pores de sa peau, à chaque coin de rue. Et à un moment donné, elle a perdu cette force. Que s'est-il passé ces dernières années, et en ce moment même, pour que toute cette énergie créative nous échappe, pour que toute cette énergie s'envole vers Madrid? Barcelone, vendredi 27 octobre, jour du référendum pour l'indépendance. Un vote qui va à l'encontre de la Constitution espagnole et de la législation catalane, puisqu'aucune des deux ne prévoit la partition du pays. Pour le gouvernement espagnol, la déclaration de l'indépendance à sens unique a toujours été le pire des scénarios possibles. Les partisans de l'indépendance ne se laissent pas intimider. Ils se pressent devant les portes du Parlement. Alejandro est là lui aussi. Les jeunes sont venus par milliers pour vivre en direct ce moment historique de la déclaration d'indépendance. La grande question qui hante tous les esprits est de savoir comment Madrid va réagir. À ce sujet, la Constitution espagnole est claire. Quand un gouvernement autonome transgresse la Constitution, le gouvernement central peut suspendre ses pouvoirs. Enric Blans, secrétaire national de l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, explique aux deux étudiants ce qui devrait se passer. Que va-t-il se passer si l'indépendance est déclarée aujourd'hui? Est-ce que l'article 155 va être appliqué sur le champ? Étant donné que nous n'avons ni police ni armée propre, nous devons opposer une résistance civile très forte pour répondre à la violence prévisible du gouvernement espagnol. Le gouvernement espagnol va adopter l'application de l'article 155 de la Constitution, qui, de fait, sort du cadre de la légalité. Pour nous, séparatistes, c'est un peu comme si on allait nous imposer une dictature ici, en Catalogne. C'est avec des sentiments mitigés qu'Alejandro assiste à la retransmission en direct du vote au Parlement catalan. Les députés sont appelés à participer au scrutin secret. Alejandro est témoin d'un moment historique, la violation de la Constitution et la rébellion du gouvernement catalan. Tandis qu'une partie de l'opposition sort de l'hémicycle en signe de protestation au moment du vote, un groupe de politiques vote pour l'indépendance. Le résultat tombe. La Chambre adopte l'indépendance par 72 voix sur un total de 135. Oubliez les réserves et les doutes. L'événement est célébré avec autant d'enthousiasme qu'une victoire du Barça contre le Real Madrid.
Après une longue journée de travail pleine d'angoisse pour l'avenir de leur pays, Bora et Rosa se retrouvent à la maison et revivent ensemble le moment fort de cette journée. Le Parlement catalan a adopté la résolution de l'indépendance avec précisément 70 votes pour, 10 contre et 2 bulletins blancs. Ce sont les dernières images du Parlement catalan et de Carles Puigdemont dans sa fonction de président de la Généralité. Alors qu'à Barcelone, on vote l'indépendance, à Madrid, le Sénat espagnol vote la dissolution du premier et la destitution du second, en accord avec l'article 155. La Catalogne est mise sous tutelle. C'est nous qui allons trinquer maintenant. Je ne peux pas retenir mes larmes. C'est un grand moment historique et un énorme bond en arrière pour nous tous. L'article 155 sera mis en application dès demain et la situation va empirer pour la Catalogne. Chacun a une bonne raison pour s'embrasser. Les jeunes Catalans ont fait la fête à Barcelone jusque tard dans la nuit. Alejandro s'est fait attendre. Son enthousiasme est loin d'être partagé. Tu étais avec qui? Avec Llorens? C'était formidable. Il y avait une ambiance dingue, une émotion extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tout ça ne mènera à rien. Demain, ils organisent une sorte de stage d'entraînement à Sants pour nous apprendre à réagir pacifiquement en cas d'intervention de la police espagnole. Explique-moi, j'ai du mal à suivre. L'indépendance est déclarée et dans le même temps, l'ANC sort de son chapeau un training de résistance contre la police pour se protéger au cas où l'article 155 serait appliqué. C'est quand même hallucinant. Pas possible, c'est juste incroyable. S'il arrive quelque chose et que la police débarque, tu devrais t'abstenir d'y aller. Tu n'as rien à y faire. S'il faut y aller, j'irai. Et si la police arrive, je ne ferai rien. Si on me dit de reculer, je reculerai. Si on me dit d'aller à droite, j'irai à droite. Et si c'est à gauche, j'irai à gauche. Alejandro, je sais bien que tu aimes être dans le feu de l'action, mais ce n'est pas parce que tu es indépendantiste qu'il faut que tu te précipites constamment pour être en première ligne. Tu as des idées de plus en plus radicales. Je n'en crois pas mes yeux de voir comment tu t'es radicalisé en si peu de temps. Il est en train de me dire que je me suis radicalisé. C'est le cas. Et c'est parce que tu es déchiré entre deux mondes. Combien de fois je vous ai déjà expliqué que je m'étais pas radicalisé et que j'ai toujours pensé qu'on pouvait arriver à une solution par le dialogue et le compromis. Moi aussi. Mais la différence entre nous, c'est que quand je me suis rendu compte que le dialogue n'était pas possible, par la faute du gouvernement espagnol, j'ai compris que la seule solution qui nous restait était l'indépendance. Nous sommes en train de reproduire ce qui se passe dans toutes les autres familles. Tu es plus indépendantiste que jamais. Je suis plus partagé que jamais. Et lui est plus radical que jamais aussi, mais de l'autre bord. Les déchirements dans les familles sont le reflet de ce qui se joue en politique. Samedi 28 octobre. Sur les murs du parc de la Gare, les partisans de l'indépendance ont tagué « Sants lutte pour la démocratie ». Le week-end, les participants à l'atelier d'entraînement sont venus apprendre à défendre leur parlement et leur gouvernement face au déploiement prévu de la police espagnole. Le stage se tient dans un parc. Alejandro a répondu présent à l'invitation. Plus vous les fatiguerez, mieux ce sera. Ce qu'il faut, c'est gagner du temps et leur dire à la fin, écoutez les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et eux répondront, c'est très difficile à gérer tout ça par ici, par là-bas, et puis tout le monde finira par rentrer gentiment chez soi. Leur mission consiste à bloquer l'entrée du Parlement en exerçant une résistance active mais pacifique. L'objectif est de faire sortir les policiers madrilènes de leur réserve et de les contraindre à évacuer par la force.
C'est moins un entraînement qu'un atelier social destiné à expliquer comment on peut se défendre pacifiquement, sans avoir recours à la violence, face à d'éventuels affronts du gouvernement espagnol. Si je ne veux pas montrer mon visage, c'est un peu par mesure de sécurité, car 2 de nos compagnons, leaders de l'indépendantisme, sont déjà incarcérés pour des accusations de sédition. Il ne faudrait pas que ces ateliers soient perçus comme une incitation au terrorisme ou à l'endoctrinement. Nous ne faisons que nous défendre pacifiquement. Alejandro n'est pas des leurs. La faute aux révisions du bac, mais pas seulement. Je ne dis pas que ce genre d'entraînement ne sert pas à ceux qui ont envie de le suivre, mais personnellement, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire en cas d'affrontement avec la police. D'abord, je n'ai pas l'intention d'en arriver là. Si jamais je devais répondre à une intervention de la police, je le ferais pacifiquement, et je n'ai pas besoin qu'on me montre comment. Je ne me serais pas senti à l'aise, alors j'ai décidé de ne pas y aller. Dimanche 29 octobre. 2 jours après la déclaration de la République catalane, c'est au tour des anti-indépendantistes de faire une démonstration de force. Les Catalans qui veulent rester dans l'Espagne descendent dans la rue. Une majorité qui jusque-là était restée en retrait de la politique, car elle était satisfaite de la situation, à l'image de Borja. Jusqu'à présent, nous avons toujours été considérés comme la majorité silencieuse. Mais le moment est venu de descendre dans la rue pour faire savoir à la Catalogne et au monde entier que nous ne sommes pas tous séparatistes et que le gouvernement catalan ne représente qu'une minorité d'entre nous. Nous voulons montrer qu'une large majorité d'entre nous sont favorables à l'unité de l'Espagne et veut rester à la fois catalane et espagnole. Nous ne voulons pas nous battre entre Catalans. Nous sommes contre la violence, contre les incarcérations. Nous souhaitons agir dans le cadre légal de la démocratie. Nous voulons des élections sans fraude, tant au Parlement catalan qu'au Parlement espagnol. Nous vivons tous ensemble depuis très longtemps et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Il y a 1 mois encore, on vivait tous en bonne intelligence. Et maintenant, tout le monde se bat. Entre collègues, dans les familles ou entre amis. Des centaines de milliers d'opposants aux séparatistes manifestent à Barcelone contre la partition de l'État espagnol et pour le vivre ensemble. Ce qu'ils veulent, c'est être catalans tout en restant espagnols. C'est éviter que leur famille ne se disloque en raison de leurs origines et continuer à faire partie de l'Europe. Le soir, Rosa et Borja retrouvent la famille. C'est dans ce quartier de Barcelone que Borja a grandi. Ici, les séparatistes ne constituent qu'une très petite minorité à laquelle la belle-sœur de Borja appartient. Cette situation donne régulièrement lieu à des débats enflammés entre la farouche indépendantiste et son beau-frère. En particulier quand Borja s'enthousiasme à l'évocation de la journée écoulée. On aurait dit une fête avec cet hélicoptère de la police nationale qui traversait le ciel. Et les gens qui applaudissaient, qui saluaient. J'aurais préféré que tous ces gens se mobilisent pour autre chose. C'est la première fois de ma vie que je vois la droite s'engager comme ça. Il y aurait eu des tas d'occasions de le faire pourtant, et pour des causes qui me tenaient vraiment à cœur en plus. Mais là, il n'y avait personne. La majorité silencieuse. Un peu trop silencieuse à mon goût. Parce que si l'indépendance est illégale comme ils le prétendent, elle n'en est pas moins légitime. Avant, les prises de position les plus radicales ne se manifestaient que ponctuellement. Un coup, c'était les indépendantistes, un coup, les nationalistes, mais au moins, on vivait dans le calme et l'harmonie, non ?
Je me sens un peu triste à cause de la tension qu'il y a avec mes amis et la famille. La situation a changé depuis 2 ans. C'est encore pire qu'avant. On est encore plus clivés qu'il y a quelques années. J'aurais préféré qu'il déclare l'indépendance dans d'autres circonstances, dans un cadre légal, en accord avec l'Espagne et l'Europe. À présent, nous sommes un peu comme un pays dans la clandestinité. C'est un peu comme au football, quand tu viens de marquer un but et que tu sais très bien qu'il va être annulé la minute d'après par l'arbitre et que la partie va repartir à 0. Lundi 30 octobre, le premier jour de la semaine suivant le référendum. Le gouvernement espagnol a mis la Catalogne sous tutelle. Le périmètre où il y a 3 jours encore la foule en liesse hurlait indépendance est désormais interdit d'accès. Et il n'a pas été utile de faire venir des centaines de policiers depuis Madrid. La sécurité continue à être assurée par la police de la province autonome. Les fonctionnaires catalans sont en prise à un cas de conscience, indépendance ou unité de l'Espagne. Les policiers sont les premiers à redouter les conséquences. Ils refusent de témoigner face à la caméra. Les choses ont bougé. Nous recevons nos ordres du gouvernement espagnol et non plus de la République catalane qui a été proclamée vendredi. Le gouvernement espagnol veut que la démocratie soit rétablie en appliquant l'article 155. Nous avons changé de chef. Nous avons dû retirer les photos de notre président Puigdemont. Ce sont des moments qui marquent. Je suis triste, car je trouve tout ça injuste. Pour les policiers catalans, c'est un véritable déchirement. Eux qui s'étaient solennellement engagés à protéger le Parlement et le gouvernement catalan sont aujourd'hui sous les ordres de Madrid. La capitale espagnole est elle aussi en proie à un dilemme. Pour rétablir l'état de droit en Catalogne, le gouvernement espagnol est dans l'obligation de prendre des mesures qui vont le rendre encore plus impopulaire aux yeux des Catalans. Les mandats d'arrêt à l'encontre des séparatistes, devenus des héros depuis leur incarcération, en font partie. Pour échapper à une incarcération, le président destitué a fui en Belgique, portant ainsi le débat sur la scène internationale. Quant à Alejandro, son grand rêve d'indépendance s'est envolé. J'avoue que je suis assez interloqué de savoir que Carles Puigdemont est en Belgique. Quand je l'ai appris, je me suis demandé ce qu'il faisait là-bas. Maintenant qu'il est sorti de l'ombre pour expliquer son action, il faut voir. D'un côté, je comprends sa démarche. Il va s'expliquer devant le Parlement européen, où il ne peut pas être arrêté et ne craint rien pour sa liberté. D'un autre côté, il me semble que c'est un peu lâche, parce qu'il nous abandonne à notre sort avec l'application de l'article 155, tout en nous annonçant qu'il n'a pas l'intention de quitter la Belgique pour l'instant. J'avoue que j'ai du mal à le suivre maintenant. Et je ne comprends pas non plus pourquoi il se prononce en faveur des élections, en espérant qu'elles se feront dans le respect de la démocratie. À quoi ça rime d'avoir fait tout ce cirque ? À quoi ça a servi au bout du compte ? À organiser un nouveau vote ? Les lignes vont encore bouger d'ici les prochaines élections, fixées au 21 décembre par le gouvernement espagnol. Il n'y aura pas de sécession de l'Espagne avant cette échéance. Mais aujourd'hui, la société catalane est plus divisée que jamais.